Merci, Jean-Michel, de cette introduction très dynamique et qui a évoqué les sujets majeurs que nous allons retravailler dans la journée. Sur 2 tables rondes. La première que je vais avoir le plaisir d'animer, qui pose le constat de cette chose un peu curieuse. Le poulet, la consommation de poulet, c'est une véritable success story. Il n'y a pas d'équivalent à la croissance de la consommation de poulet. Il n'y a absolument aucun équivalent dans le domaine alimentaire. Et pourtant, on nage dans une mer d'importation. Donc la première table ronde concernera des essais d'explication, constat mais panorama. Le mot constat, prenez-le en termes dynamiques. Et bien sûr, on va se donner 1 heure, il y aura un quart d'heure de questions. Donc je suis Yves Le Morvan, je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde. Et tout à l'heure, je passerai le relais à mon collègue, compère et ami Bernard Valuis, qui animera la 2e table ronde. On fera part de propositions collectivement travaillées. En ce qui concerne cette première table ronde, donc je vais appeler, alors, par ordre alphabétique, Hélène Bompard, Dylan, on va vous présenter, vous présenter aussi, Dylan Chevalier. Alors vous asseyez où vous voulez. Paul Lopez, oh, j'ai fauté sur l'alphabétique, et Simon Fourdin. Voilà. Merci à vous 4 d'être venus, y compris pour la majorité d'entre vous, par des moyens propres qui n'étaient pas si évidents par rapport à l'actualité. Donc merci d'être venus de province. Je vais passer la parole d'abord à Hélène. Chacun va se présenter, mais je peux le resignaler quand même vos responsabilités, bien sûr. Hélène Bompard, éleveuse de volailles dans le beau département de la Drôme. On va y revenir, bien sûr. Dylan, directeur RSE du groupe LDC. Simon, directeur du pôle économie de l'Itavi, un institut remarquable et une mine d'informations. Et Paul Lopez, est-ce que je suis capable de présenter Paul? Non, c'est lui. Vous allez l'écouter, vous comprendrez qui est Paul, tout simplement. C'est un grand sachant des filières avicoles françaises, européennes, mais aussi mondiales, et du maillon industriel par ailleurs. Hélène, je vais vous passer la parole en premier, parce que le premier sujet, c'est, on va en reparler plusieurs fois dans cet après-midi, c'est le socle productif, c'est le fait productif, c'est comment se fait-il que la production n'arrive pas à tenir le rythme, de la vitesse de la consommation. Hélène, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est votre exploitation agricole aujourd'hui, votre statut d'éleveuse, quelle est la taille de votre exploitation? En gros, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ça ne marche pas. Voilà. Merci. Donc bonjour, donc effectivement je suis éleveuse depuis plus de 20 ans maintenant dans le département de la Drôme. Je ne suis pas issue du milieu agricole, mais par goût du travail en extérieur et au sein de la nature d'abord, j'ai fait des études agricoles. Et pendant plus de 11 ans, j'ai travaillé en faisant du conseil auprès des agriculteurs. Et puis, je suis passée de l'autre côté de la barrière quand j'ai rejoint, donc il y a plus de 20 ans maintenant, la ferme de mon compagnon, donc dans la Drôme, qui à l'époque avait déjà des poulaillers, puisqu'il a hérité de la ferme de ses parents, qui avaient construit sur la ferme les 2 premiers poulaillers dans les années 60-70. Et à l'heure actuelle, nous avons sur la ferme 6 poulaillers. Et mon métier à moi, spécifiquement, c'est de m'occuper au quotidien des poulets, puisque assez rapidement sur la ferme, j'ai pris en effet la responsabilité du suivi quotidien de l'élevage. Donc, en quoi ça consiste? C'est passer une grosse partie de la journée, quand je ne suis pas à Paris, mais ce qui est rare, donc dans mes poulaillers pour voir, donc en me promenant au milieu de mes poulets, pour voir si tout le monde va bien et prendre soin de leur santé et de leur bien-être. Alors, je ne suis pas toute seule pour faire ça, puisque depuis une dizaine d'années, l'un de nos enfants nous a rejoints sur la ferme et que nous avons également un travailleur qui a le statut de travailleur handicapé qui est à la retraite dans quelques mois, mais qui est donc sur la ferme depuis maintenant bientôt 45 ans, puisqu'il habitait à 100 mètres de la maison. C'est comme ça que ça s'est fait.
Et puis depuis 2 ans bientôt, nous avons également un apprenti qui est en alternance en BTS, avec l'espoir qu'il reste travailler sur la ferme après, dans le cadre de transmission progressive de l'exploitation. Alors c'est vrai que là, en général, on me dit 6 poulaillers, c'est beaucoup, ça fait combien de poulets? Ouais. Donc en moyenne... Est-ce que c'est un méga poulailler ou pas? Alors les poulaillers ont différentes tailles, Ouais. mais en moyenne, on a 15 000 poulets par poulailler. Ce qui correspond dans la mesure où on est 3 éleveurs sur la ferme, à la taille moyenne d'un élevage français de poulets, qui est à peu près de 2 poulaillers par éleveur. Alors, on va essayer de montrer un pictogramme alors qui représente ça. Le picto numéro 2, ça doit correspondre à ce que vous venez de dire, Hélène. Voilà. Ça, c'est la taille moyenne d'un élevage de poulets standard en France. On ne vous l'avait pas montré, Hélène, mais ce que vous venez de décrire, c'est ça. Donc voilà, on peut considérer effectivement que notre élevage fait partie des tailles moyennes d'élevage français. Ce qui est important, je dirais, c'est pas forcément le nombre de poulaillers ou le nombre de poulets. C'est est-ce qu'on a bien le temps, est-ce qu'on a bien les moyens matériels de s'occuper correctement de nos animaux. Et donc, moi qui passe dès le matin, pas trop tard, et qui passe une grosse partie de la journée au milieu de mes poulets, à faire tous les réglages nécessaires dans les poulaillers pour qu'ils soient bien, enfin à vérifier que tout se passe bien pour eux, et je constate que oui, on a le temps de s'occuper correctement de nos poulets, et c'est ça qui compte. Et puis, puisqu'on est là pour parler aussi de souveraineté alimentaire, nous, on a fait un petit calcul sur la ferme. La quantité de poulets que l'on élève sur une année, ça nous permettrait de nourrir l'agglomération de Romans-Bourg-de-Péage, qui est à 10 km de la maison, qui correspond à peu près à 40 000 habitants. Un Romans-sur-Isère. Donc si on est bloqué sur l'autoroute, on peut passer chez vous. Hein. Vous vendez à qui vos poulets? Ils sont cédés à qui? Ça marche comme ça, Hélène. Comment, Hélène? Donc en fait, les poulets que l'on élève sont vendus par une entreprise spécialisée, en l'occurrence qui s'appelle Duc, c'est l'entreprise Duc. Donc qui nous fournit les poussins quelques heures après l'éclosion. Les poussins arrivent chez nous, ils viennent de naître. On a la chance d'avoir en fait un couvoir à proximité de la ferme, puisque le couvoir est à 30 km de la ferme. Donc, dans les heures qui suivent l'éclosion, les poussins arrivent à la maison et on va les garder toute leur vie et en prendre soin toute leur vie. Et donc, ce n'est pas nous qui nous occupons de la commercialisation de nos poulets. C'est un contrat d'intégration? Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement un contrat d'intégration, où donc l'entreprise nous fournit les poussins. On a la chance également d'avoir une usine d'aliments qui est également à 30 km de la ferme. Sachant que nous, on cultive également sur la ferme des céréales. On a à peu près 70 hectares de culture, essentiellement du maïs, que l'on revend en fait à l'usine d'aliments, qui l'intègre dans l'aliment, qui ensuite revient sur la ferme pour nos poulets. D'accord. Donc. Et la boucle est bouclée comme ça. Et vos voisins, éleveurs ou éleveuses, seront sur des standards de taille équivalents à la vôtre, grosso modo? Oui, nous, ce qu'on trouve dans le département, en tout cas, on est sur ces standards-là. Et on parle, puisqu'on dit standard, on parle de poulet standard, conventionnel, le type de poulet que vous élevez? Donc oui, nous, sur la ferme, nous élevons, suivant la demande de l'abattoir, 2 types de poulets, mais sur le type standard. C'est-à-dire le poulet qu'on appelle donc classique, le poulet du quotidien, effectivement, le poulet standard. Ce sont tous des poulets blancs à pattes jaunes. Et puis également, on a un cahier des charges un petit peu plus contraignant, notamment sur les critères bien-être animal. Donc, en fonction de la demande de l'abattoir, on est susceptible d'élever ces 2 poulets-là. Merci Hélène. Donc c'est pas un cas exemplaire, on ne l'a pas fait pour ça, mais c'est un bon exemple de ce qu'est un élevage de poulets en France globalement. Je pense qu'on est représentatif, qu'on est représentatif d'un élevage français, avec une partie
de l'activité. Alors pour nous, c'est 2/3 de l'activité en élevage de volailles, 1/3 de l'activité en culture. Bon, j'ai retenu le mot bien-être animal. On va en reparler évidemment autour d'un débat dans cette table ronde. Donc ça, c'est la partie locale. Paul, je te lancerai bien avec plaisir sur un coup d'œil international pour essayer de comprendre cette bizarrerie du fort développement du poulet tous azimuts dans le monde, en Europe particulièrement, en termes de consommation, souvent de production, et en même temps la production qui reste très stable en France depuis pratiquement 20 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Un coup d'œil international d'abord. C'est quoi le poulet dans le monde et quoi le poulet en Europe, en termes de grands chiffres? Alors, ça marche, c'est bon, oui. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de retrouver un certain nombre. Vous voyez, c'est marqué bien en clair, je suis un ex, donc voilà, c'est plus facile. Si je regarde à la fois l'international, l'européen et le français, je dirais, si je suis à l'international et que le maillon de la filière dans laquelle je suis est plutôt en amont, en extrême amont, c'est-à-dire de la génétique aux équipementiers, c'est fabuleux. C'est fabuleux, Yves l'a dit, c'est la première viande consommée au monde. Il y a plein d'attraits, il y a plein d'atouts, etc., qui soient de bien-être animal, qui soient d'atouts religieux ou également de développement durable en tant que tel. Mais ça dépend sur quel maillon on est. Ce que je regarde toujours au niveau international, c'est que les leviers d'investissement sont majeurs. Et même quand on entend parler de projets importants chez nous, soit pour une usine, soit pour plusieurs élevages, entre guillemets, c'est peanuts. C'est-à-dire que l'unité de mesure, c'est la centaine de millions de dollars, et il y en a plusieurs à mettre au bout sur des projets à travers la planète. Ça, c'est le premier point. Si après, je me mets sur l'échelon européen, c'est challengeant, c'est intéressant. Les Anglais disent interesting. Il y a une consommation européenne qui grandit. Je mets à part, Jean-Michel l'a évoqué tout à l'heure, les importations pays tiers. Je voudrais juste illustrer, parce que 180 000 tonnes, ça ne dit rien à personne. 1 million de poulets par jour, ça vous dit un peu plus. Et vous en mettez autant pour l'Ukraine, et donc l'enjeu Mercosur sur le futur, c'est-à-dire en addition de ce qui existe aujourd'hui, plus l'Ukraine, c'est 2 millions de poulets par jour. Alors, à la louche, à la serre, on peut rentrer dans les détails, mais c'est le chiffre, c'est 2 millions de poulets par jour que peut représenter le Mercosur et l'Ukraine. Maintenant, de la même manière, ce que moi j'observe sur un certain nombre d'opérateurs européens, de pays européens, c'est depuis 30 ans, ou pendant 30 ans ou un peu plus, que j'ai pu côtoyer mes confrères, c'est toujours de l'investissement, à la fois dans la capacité, à la fois dans la valeur ajoutée, mais jamais sans oublier le maillon amont avec la partie élevage. Ça, c'est une constante qu'on retrouve partout. Et maintenant, si je viens au niveau franco-français, c'est préoccupant parce que notre solde de commerce extérieur continue de se dégrader. La consommation, donc le 1 poulet par jour, un poulet sur 2 consommé en France est issu d'importation. Malheureusement, on est dans cette tendance et on a réussi peut-être, on va regarder les choses dans le verre à moitié plein, on a réussi à limiter la croissance de quasiment 2 points par an de perte de part de marché qu'on avait entre les années 90-2010. Et depuis quelques années, on a peut-être réussi à limiter un peu cette croissance. On a eu la parenthèse du Covid, mais on n'y est pas. On a repris encore des points, malheureusement, d'importation en tant que tel. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il faut? Et j'ai participé, comme d'autres, aux travaux dans le fascicule qui a été édité. C'est de dire, il faut investir 2 milliards. Alors ça peut paraître extrêmement important, mais tout est relatif à l'échelle de nos filières. Nous disons, et dans le chiffrage qui est effectué, c'est de l'ordre de 2 milliards sur 5 ans. C'est un peu plus de la moitié en amont. Paul, on y reviendra tout à l'heure. Ok, excuse-moi. On va revenir sur le point
international. On est passé du local, si vous me permettez Hélène, au coup d'œil international, c'est-à-dire que le poulet c'est la première viande consommée au monde, pratiquement pas d'interdit, très fort développement partout, Oui. en Europe. Je vais revenir tout à l'heure en deuxième question sur le comparatif européen et le projet qu'on pourrait avoir de relance. On y reviendra si tu le veux bien. Merci. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux me permettre, juste parce que tout à l'heure, ça a été un plaisir de retrouver Hélène. Hélène Oui. est aussi éleveur témoin et au sein d'Envol, au niveau de l'interprofession, fait partie des éleveurs qui ont eu la chance d'être formés aux exercices de communication. On vient de très loin dans le domaine et elle fait partie des personnes qui sont à la tâche lorsqu'il s'agit de répondre aux médias. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Et je voulais saluer ce travail auquel elle participe. On va l'évoquer tout à l'heure et puis on pourra juger. Je ne dis pas qu'on va voter, hein, mais pourquoi pas, on va regarder l'efficacité des propos d'Hélène. Local, international. On peut revenir, Simon, peut-être sur la consommation. On a déjà parlé pas mal de la production, mais un focus peut-être sur la consommation, parce que les chiffres à montrer sur la consommation sont assez ébouriffants quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire de la progression de la consommation du poulet? Pourquoi? Puis sous quelle forme? Parce qu'une des questions qu'on se posera, pas là tout de suite, mais plus tard, c'est de se dire, est-ce qu'on a été capable de suivre l'évolution du consommateur? Mais en première étape, les principaux chiffres. Alors déjà, effectivement, ça a été cité, le poulet est devenu, la viande de volaille est devenue la viande la plus consommée dans le monde, et c'est relativement récent, parce on dit que voilà, il y a plein de qualités à la viande de volaille, notamment ce que tu as cité sur le fait qu'il n'y ait pas d'interdit alimentaire, que ça peut être consommé dans toutes les régions du monde, etc. Mais c'est que depuis 2016 que la viande de volaille est devenue la viande la plus consommée dans le monde, donc c'est quand même relativement récent. Et au niveau, si on regarde après au niveau plutôt européen, la France, c'est le pays qui consomme le plus de volailles au niveau européen, parce qu'on a non seulement un pays avec pas mal d'habitants, mais aussi une consommation par habitant qui est assez importante. Pour vous donner quelques chiffres, le poulet en France, c'est 22 kilos, un peu plus de 22 kilos, 22,5 kilos par an par habitant. La volaille au total c'est 28 kilos, donc ça fait quand même une grande quantité par personne, et c'est surtout l'évolution, ce qui a été cité tout à l'heure. On va voir un pictogramme. Tiens, le numéro 5, s'il vous plaît, pictogramme, pour éclairer ce que dit Simon. Ce qui est impressionnant, c'est l'évolution, parce qu'en fait, en une dizaine d'années, on est passé de 15 kilos à 22 kilos, et donc ça veut dire une progression de 4%. La consommation augmente de 4% par an sur le poulet par habitant, ce qui est énorme, et effectivement, il n'y a pas vraiment d'équivalent dans les filières animales. C'est un peu la seule production qui a une telle croissance. Donc, mais une fois qu'on pas devant toi, mais voilà. 2012, 15,6 kilos par habitant. Alors, kilo habitant, c'est pas extraordinaire comme mesure, mais ça parle. On est passé à 22 en 10 ans. Voilà, en 10 ans, donc ça veut dire 4% par an, donc c'est énorme. Alors la consommation de viande en France, ça c'est pareil, on entend un peu tout et son contraire, mais ça fait une dizaine d'années qu'elle ne baisse plus au niveau global. Ouais. Donc le bœuf diminue, le porc se stabilise, mais la volaille augmente, et dans la volaille, c'est le poulet. On navigue entre 84, 86 kilos, 85 kilos depuis 10 ans, Voilà, effectivement. quand on fait les statistiques par bilan. Et alors, après, à l'intérieur de cette consommation, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui nous intéresse dans le cas poulet, le cas d'école, comme ça a été cité. Ouais. C'est qu'en fait, il y a 3 drivers à cette consommation. Donc la première chose, c'est que le poulet prend de plus en plus de place parmi les volailles. Ça a été cité, il y a une diversité d'espèces en France, la dinde, le canard, la caille, le pigeon, etc. Mais finalement, le poulet prend de plus en plus de place, et pour ça, on ressemble de plus en plus à nos voisins. Le poulet, maintenant, pèse 80% de la volaille, alors que, c'est pareil, si on regarde les évolutions, il y a encore quelques années, on n'était qu'à 2 tiers, on est passé aux 3 quarts l'année dernière, et là, cette année, 2023, on passe à 80%. Est-ce qu'on peut regarder le picto numéro 1? J'en ai quelques-uns sous le coude comme Bernard tout à l'heure, mais j'en profite en écoutant. Voilà. C'est pas 80, hein, Simon, c'est 79,6. Oui, c'est les derniers chiffres réactualisés donc nous donnent 80% maintenant. Ouais. Et ce qui est impressionnant, on va dire, c'est effectivement cette, je sais pas si le terme est très heureux, mais poulettisation de la consommation. C'est vraiment le poulet qui devient extrêmement dominant. Mais après, dans les deux autres drivers de cette hausse de la consommation de poulet, il y a le fait, notamment aussi, que ce soit en fait le type de morceaux qu'on consomme qui est différent. C'est-à-dire qu'avant, on consommait beaucoup de la volaille entière et du poulet entier, le poulet du dimanche.
une slave de diapos sur la conso. Donc ça, c'était sur la consommation. Donc vous voyez, c'était surtout, enfin là vous voyez le résultat actuellement. Donc on avait surtout du poulet prêt à cuire entier qu'on consommait le dimanche, etc. Et de plus en plus, on est parti sur les élaborés de volaille, donc tout ce qui est les préparations de volaille et les découpes aussi de volaille. Et donc finalement, vous avez les chiffres ici à l'écran. Vous voyez que finalement, le poulet entier, ça ne pèse plus que 16%. Donc le type de consommation, les morceaux qui sont consommés ne sont plus du tout les mêmes. Et ça, c'est aussi un étant donné qu'on peut probablement dire que dans le poulet entier, il y a un rapport avec les poulets label, le poulet bio, il y a une relation. Tout à fait. Et effectivement, dans le poulet entier, on a encore d'ailleurs une très grosse proportion de labels, qui a plus de 50% de labels, et on ne retrouve pas ces mêmes proportions dans les autres morceaux. Et le consommateur est aussi plus attentif quand il achète un poulet entier sur l'origine du poulet que quand c'est un morceau de poulet dans une préparation. Voilà. Et justement, j'en viens au troisième driver qui est la RHD. Et sur la RHD, c'est là où c'est sûrement le plus opaque pour le consommateur. Or, la consommation de poulet se fait de plus en plus dans la RHD. La RHD, ça pesait peut-être qu'il y a aussi une diapo sur le sujet, ça pesait que quelques pourcents il y a encore 10 ans. Et maintenant, la RHD, c'est 35% de la consommation du poulet se fait via la RHD. Donc c'est pareil, c'est un des secteurs où le poids de la RHD est le plus important. Et la problématique, c'est que dans la RHD, la part d'importation, on sait que c'est là qu'elle est la plus importante, avec un peu plus de 80% de poulets importés via la RHD. Donc quand on dit un poulet sur 2 consommé en France est importé, il y a bien sûr des chiffres complètement différents entre le poulet qui est acheté entier en grande distribution, où là on va avoir énormément encore de poulets français, versus à l'autre extrémité, le poulet via la RHD, qui là est plutôt très majoritairement du poulet importé. On reviendra sur la consommation, mais là on a un premier étage, on a un socle explicatif, de moins en moins de poulet du dimanche entier, de plus en plus de découpes ou d'élaborés. On le verra tout à l'heure, probablement une façon de le consommer différente, une sociologie différente. Donc on verra tout à l'heure si on a été capable de suivre ce mouvement et si ça n'est pas là une des questions. D'ailleurs, on peut poser la question à Dylan, puisque Dylan, directeur RSE de LDC, grand groupe français, européen, numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de la filière poulet aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre dans sa globalité? Est-ce que tout va mal d'abord? On peut d'abord se poser cette question-là avant de rebondir ensuite dans le constat. Qu'est-ce qu'il y a de bien quand même? Et par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut entrevoir d'éléments décisifs à essayer de maîtriser ou à faire évoluer? Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis directeur RSE effectivement du groupe LDC et je suis fils d'éleveur et d'éleveuse. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est que peut-être pour compléter ce que disait Hélène en introduction, c'est qu'on a un vrai savoir-faire avicole français. C'est vrai pour les éleveurs. Hélène a expliqué qu'elle s'occupait de ces animaux. Je pense qu'il faut bien avoir en tête que l'élevage français, c'est un élevage à capitaux familiaux. Et ça existe aussi en Europe, mais plus on s'éloigne de la France, un peu moins, hein, et moins c'est vrai, et plus ça devient des capitaux financiers. Ouais. Et je crois que c'est la base. Parce qu'en fait, l'éleveur qui investit, qui est chef d'entreprise, qui met toute son énergie soir et week-end, et la nuit. Hélène, tu ne l'as pas dit, mais je sais que tu te lèves la nuit. Ce soir. Ça, c'est ce qui distingue. Et ça, c'est une qualité incroyable. Et c'est quelque chose qui mérite moralement, politiquement, d'un point de vue citoyen, et pour les consommateurs, à être valorisé. La deuxième chose, je complète aussi ce que disait Hélène sur les contrats. Je pense qu'il y a une autre particularité de notre filière française, c'est cette filière qui s'appuie sur des contrats. Un contrat, ça sécurise les investissements des producteurs. C'est notre outil de transition. On parle beaucoup de transition. C'est notre outil de sécurisation des prix face à la flambée du prix des matières premières qu'on a tous subi. C'est notre moyen de nous protéger. On peut encore l'améliorer, probablement.
Mais c'est une spécificité française dont on peut être fier et c'est un véritable outil pour relever le challenge. Tu m'as demandé de parler des aspects positifs d'abord. Alors je parle des aspects positifs. Oui, le maillage contractuel. Tout à fait. Il veut dire quoi? Il veut dire qu'il y a des dialogues entre producteurs, organisations de production, abattoirs, pour se mettre d'accord sur les prix. Partout ailleurs, l'aviculture est basée sur le marché libre. Quasiment partout ailleurs. C'est-à-dire que vous n'indexez pas sur la base du prix des matières premières le prix de reprise des volailles aux éleveurs. Parfois, ils se retrouvent donc dans des difficultés. C'est cette chance-là qu'on a en France. Il faut le préserver. Alors, et ce modèle-là, ce modèle de capitaux familiaux, ce modèle contractuel, il est en danger. Je te reprends juste sur un point dans ta introduction. Tu as dit, LDC, vous êtes le leader. Eh ben non. Je te le faisais en guise de boutade tout à l'heure. Mais je vais le redire devant tout le monde. oui. Le leader, c'est l'importation. Et c'est bien ça le sujet. Si nous sommes leaders de quelque chose, c'est de la volaille plein air. Si nous sommes leaders de quelque chose, c'est sur les volailles à croissance lente. Si nous sommes leaders de quelque chose, c'est sur la diversité des espèces, la diversité des modes d'élevage, le label rouge, le bio. En France, le bio, c'est 81 jours d'âge. Le règlement européen, c'est 70 jours. Et il y en a même qui l'élèvent à 56. Et le bio, en Europe, il a presque disparu du marché à l'heure où nous nous parlons en volaille. ouais. N'est-ce pas, Simon? En label rouge, le poulet entier label rouge. Le poulet entier label rouge, c'est le produit anti-inflation par excellence. Parce que ramener au coût portion pour une famille de 4 à 6 personnes, quand vous mettez ce poulet entier au four, vous mettez 3-4 patates autour, eh ben je vais vous dire, vous avez l'excellence mondiale dans l'assiette, unique au monde, en termes d'attente sociétale, en termes de qualité, en termes d'environnement, en termes de bien-être animal, en termes de tout ce que vous voulez, pour un prix ramené à la portion qui défie l'importation. Et ce poulet-là, j'en parle rapidement, parce qu'effectivement, on va focuser sur le poulet standard, parce qu'il faut parler de ce qui se développe et de ce que le consommateur demande le plus. Mais je pense qu'il faut aussi parler du label rouge. Et on a une responsabilité collective, c'est de le défendre ensemble. Maintenant, je vais parler du poulet standard. Je vais ajouter un dernier point positif qu'Hélène a abordé aussi. C'est les circuits courts. La France est un réservoir de biodiversité avicole, mais c'est aussi, écoutez bien, une somme de circuits courts. Tu as parlé des couvoirs à proximité, tu as parlé des usines d'aliments à proximité, j'ai parlé des organisations de production, des abattoirs. Quand je voyage à la rencontre de ces filières européennes et des pays tiers dont Paul a parlé, je rencontre des abattoirs qui font 3 fois la taille des nôtres, des élevages qui font jusqu'à 50 fois la taille de celui que nous a expliqué de chez Hélène. Quand je voyage, je me rends compte qu'on a une somme de circuits courts parce qu'en fait, les volailles, elles sont transportées sur de courtes distances. L'aliment est transporté sur de courtes distances. Alors, pourquoi on importe des volailles alors que c'est une alimentation du quotidien? Je ne suis pas en train de parler de café ou de cacao dont on dépend des régions tropicales pour le produire. On est en train de parler de l'alimentation du quotidien. Alors, Dylan, On est capable de la produire localement. Alors il faut que nous défendions le fait de nourrir nos populations en France, en Europe et dans le monde localement. On produit du poulet partout dans le monde, on le consomme partout dans le monde. donc on y reviendra tout à l'heure. Tu as eu raison d'insister, je te l'avais demandé effectivement, d'évoquer les éléments positifs de la construction de la filière avicole en France. On ne le cite pas assez. Et le socle contractuel, y compris pour partie sous forme de contrat d'intégration, qui est un mot qui est souvent critiqué sans que les gens en connaissent le contenu et les qualités d'ailleurs. Tout à fait. C'était nécessaire de le mettre en valeur. Le premier round de prise de parole, c'était aussi de mettre en valeur les beautés aux différents étages de la filière avicole. On va recommencer un tour. Alors à ce moment-là, après avoir parlé des beautés, on va regarder ce qui bloque, parce que le constat quand même, c'est que la progression de production de poulet en France est flat progressivement. Alors Hélène, dans votre situation familiale ou groupée, comme vous l'avez décrit, est-ce que vous pouvez facilement, ou est-ce que vous voulez, mais est-ce que vous pouvez facilement agrandir vos poulaillers? Quels sont les obstacles? On sait qu'il y a des débats sociétaux, de voisinage et tout. Comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans cette situation-là?
Après, on parlera de compétitivité, on parlera de coûts et tout. Mais un des aspects les plus importants, effectivement, c'est le dialogue avec les voisins. Ben, moi, il me semble, en tout cas, j'ai toujours considéré qu'il fallait expliquer comment on travaillait. Moi, je conçois tout à fait que les gens qui ne nous voient pas dans nos poulaillers n'aient pas vu l'évolution de l'agriculture en général et de l'élevage en particulier, puisque depuis 30 ans, l'élevage s'est énormément modernisé. Et moi, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est je regarde sur mon téléphone les ordinateurs de tous les poulaillers pour voir ce qui s'est un peu passé pendant la nuit. Petit coup d'œil rapide sur les températures, sur les consommations d'eau et d'aliments. Je vois déjà qu'il n'y a pas de problème, a priori. Et après, je vais prendre le temps d'aller voir tout le monde. Voilà, donc on a de la technologie, on a des ordinateurs qui nous facilitent grandement la tâche, qui vont nous permettre d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus fins dans les réglages des poulaillers, et tout ça au final pour que le poulet soit dans un état de confort maximum. Parlons du bien-être animal. Le bien-être animal, oui, c'est une composante intégrale de notre métier. Et heureusement, on est là pour s'occuper des animaux. Donc ça, on l'a en tête dès qu'on est éleveur depuis toujours. On n'a pas attendu qu'on en parle de plus en plus ces dernières années pour le prendre en considération. Par contre, c'est vrai que la demande des citoyens, paraît-il, fait qu'on a eu de nouvelles contraintes. Et nous, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, il y a 1 an maintenant, on a investi quand même la modique somme de 150 000 € sur l'ensemble de l'élevage pour mettre des fenêtres, pour apporter la lumière du jour au poulet. Donc, puisque jusque-là, ils voyaient un peu la lumière du jour qui rentrait par les trappes qui laissent passer l'air, mais maintenant, on a des fenêtres comme dans un appartement, où on a mis des volets roulants électriques, parce qu'on veut aussi pouvoir fermer ces fenêtres pour obscurcir si besoin. Alors oui, on a eu des aides pour faire ça, mais je dirais heureusement, parce que sinon, on aurait fait comment? Comment on peut absorber ce coût qui ne nous permet pas une meilleure rentabilité? Donc on a eu des aides publiques dans le cadre du plan de relance, et puis l'entreprise nous a aidés aussi à faire ces investissements. Oui, c'est lié à l'aspect Alors, contractuel. Ah. Moi, je suis à la base pas forcément contre ça. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'on m'a prouvé que c'était bien pour mon poulet? C'est là que ça m'énerve un peu, puisque à l'heure actuelle, on est en train de faire des essais chez nous, dans un poulailler, pour voir si c'est bien pour le poulet. Donc on a depuis des mois une caméra dans le poulailler qui prend des photos et des vidéos à intervalles réguliers. On a fait ça avant de mettre les fenêtres, et on refait la même chose maintenant qu'on a les fenêtres, pour pouvoir comparer le comportement des poulets avec et sans lumière naturelle. Bon, très bien, c'est intéressant. Mais oui, mais bon, et alors, de toute façon, maintenant, la décision a été prise politiquement de mettre des fenêtres, et on a fait l'investissement. Donc je dirais, quel que soit le résultat, finalement, elles y sont. C'est reconnu par le voisinage, les amis, l'entourage Oui, alors on a parfois des remarques. Oui, effectivement, il y a des fenêtres, je vois que les volets sont ouverts, oui, ça sert à quelque chose. Bon, tant qu'à faire, oui, j'ai des fenêtres, je mets la lumière naturelle, j'éteins la lumière artificielle, voilà. Mais par contre, des fois, je me dis, mais il y a des normes, ça sort d'où, quoi? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas trouvé la réponse à la question. Par exemple, on nous a dit, il faut une certaine surface vitrée. 3% de la surface au sol doit être en surface vitrée. Très bien. Pourquoi 3%? Je ne sais pas. Moi, dans certains poulaillers, je constate que c'est trop clair, parfois. Et que le fait que ce soit trop clair, j'ai parfois des animaux qui sont trop nerveux. Qu'ils soient vifs, c'est bien, ils courent dans le poulailler, parfait, c'est agréable à voir, on voit qu'ils sont en bonne santé. Quand ils sont trop énervés, c'est pas bon. Parce qu'ils arrivent presque parfois à se blesser entre eux, parce qu'ils vont se monter les uns sur les autres. Donc là, je suis obligée de fermer les volets. Donc c'est pour ça, parfois je me dis, mais elle sort d'où cette norme? Et en tout cas, moi, on ne m'a pas consulté. Pourquoi cette norme-là? Il y aura peut-être quelqu'un dans la salle tout à l'heure. On aura un quart d'heure de dialogue en salle ou avec nos amis en distanciel pour évoquer cet aspect-là. Alors après, vous me posiez la question, est-ce qu'on pourrait agrandir, etc. Ouais. J'ai des collègues éleveurs, là, à 15 km de chez moi, qui ont un projet d'agrandissement
J'en parle parce qu'on est en plein dedans, c'est très récent. 3 jeunes, 2 frères et l'épouse de l'un des 2 frères, qui ont actuellement un poulailler et qui ont le projet d'en construire 3 autres. Bon, vous savez, il y a le dossier administratif qui est très très lourd et une enquête publique qui a démarré hier matin. Et bien, hier à midi, on a déjà plusieurs associations qui sont venues voir le commissaire enquêteur et qui ont déjà prévenu qu'ils allaient tout faire pour bloquer le projet. Donc voilà où on en est, quoi. Et donc on va organiser une réunion publique pour expliquer qu'est-ce que c'est ce projet, pourquoi on veut construire ce genre de poulailler. Voilà. Donc effectivement, c'est quand même compliqué, puisqu'on n'en est qu'au démarrage du projet, qu'on sait déjà qu'il va falloir être persévérant et que ça va être un parcours du combattant. C'est vrai que nous, sur la ferme, on n'a jamais eu de problème, mais c'est vrai aussi que le dernier poulailler qu'on a construit, ça date de 10 ans. On est en train de réfléchir à construire un autre poulailler, donc c'est vrai qu'on verra. Avec l'arrivée des jeunes, si on arrive à garder un peu des jeunes sur l'exploitation pour continuer l'activité, on a quand même cette volonté parce qu'on y croit. Et c'est vrai qu'on a un savoir-faire important. Donc voilà, mais on sait quand même que ça reste compliqué. Merci Hélène. Ça c'est un témoignage clé évidemment parce qu'on va revenir sur la compétitivité, la concurrence intracommunautaire ou extracommunautaire et tout. Si on n'arrive pas à régler ce dialogue sociétal par rapport à l'évolution des entreprises agricoles, effectivement on a un phénomène bloquant fantastique. En tout cas, merci de ce témoignage. Paul, on revient alors non plus sur le grand international, mais sur le comparatif européen. Tout à l'heure, on a vu qu'à l'échelle du monde, il y avait des très grandes exploitations, de très grands outils qui se développaient. La principale concurrence, pour l'instant en tout cas, c'est la concurrence intracommunautaire. On le sait, hein, Pologne, Pays-Bas, etc. On va essayer, on a construit une slide, un picto, à partir des chiffres que tu nous as donnés. Donc, je vais annoncer le picto 3, si on peut avoir celui-là. Et tu vas nous le commenter. Il s'agit de comparer sur une vingtaine d'années la croissance de la production de poulet entre France, Allemagne et Pologne. La France, parce qu'on est en France, l'Allemagne, parce qu'on est dans un pays très proche et avec un réseau normatif qui doit peu ou prou ressembler au nôtre, et puis la Pologne. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi ? D'abord, on pourrait dire que la France est relativement immobile, sur une échelle de temps relativement longue, et que les autres voisins ne nous ont pas attendus. 3 petits points. Les choix ne sont pas innocents pour approvisionner, entre autres, le marché français. Et aujourd'hui, pourquoi ? On ne va pas être dans le yaka faucon. Il faut juste observer un certain nombre de points. Tout à l'heure, j'ai été un peu trop vite en disant le facteur clé de l'investissement sur l'ensemble des maillons. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nos voisins à l'intérieur de l'Europe mettent sur la table extrêmement régulièrement, qu'on soit dans un élevage, dans un abattoir ou dans les autres, ou dans un accouvoir en tant que tel. Donc ça, c'est le premier point sur l'investissement. Mais l'investissement, il est très orienté sur la compétitivité. C'est-à-dire que quelque part, il y a un leitmotiv qui est comment je fais avec mon investissement pour améliorer mon prix de revient sur le maillon dans lequel je suis. Si je prends un exemple, si je suis sur le maillon élevage, en France, les études Itavi nous montrent que sur du poulet du quotidien, nous produisons 275 kg mètre carré an, avec le nombre de rotations, de cycles d'élevage, du temps du vide sanitaire qu'il faut pour remettre tout au propre, pour repartir pour un nouveau cycle. Donc on est à 275 kg. La moyenne des pays européens est à 375, avec les mêmes marchés, les mêmes souches. Simplement, notre filière ne tourne pas. Elle a vieilli ? Elle a vieilli. On a gardé tout. On a relativement peu réformé d'outils de production sur le maillon élevage. Et
On n'en a pas construit de nouveau et on est dans cette situation-là aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier angle. Si on regarde les vitesses de chaîne sur lesquelles nous travaillons en France, 8, 9, 10 000, 12 000, je connais plein d'opérateurs européens qui sont en train de faire des passages à 16 000 ou 16 500. Ensuite, nous avons la problématique de notre temps de travail à la française, cette qualité de vie à la française, mais on a en général dans nos filières des entreprises qui tournent en 2 équipes, moins une pause, ce qui fait qu'on est à 64, 65, 66 heures de chaîne par semaine. Nos confrères sont de manière et nous on est sur 5 jours, eux sont plutôt sur 5 jours et demi, et ils sont à 90 heures. Donc vous prenez les mêmes machines dans un abattoir, vous faites votre amortissement sur 90 heures de travail par semaine ou sur 65, et ben à la fin, on ne compte pas pareil. Et pourtant, on a tous le choix d'avoir la même souche de poulet, les mêmes sources d'alimentation animale et les mêmes machines. Alors, Paul, de façon brève, mais sur il y a le cas poulet, mais il y a le cas poulet France. Quand on regarde la slide de là, si j'ai bien compris, on a des outils de production d'abattage, si ce n'est vieillissant, mais qui n'ont été peut-être mis à jour suffisamment, peut-être de taille insuffisante, si je résume ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une caractéristique de l'évolution de la filière française? La filière française était leader au début des années 2000. Elle a été pour partie tournée vers le grand export avec des poulets congelés et tout, vers certains types de pays tiers. Est-ce qu'on n'a pas mis une décennie à digérer la mutation de la filière pour arriver au schéma actuel proche du consommateur que nous sommes? Est-ce que ce n'est pas ça aussi le délai qui constitue le retard par rapport à l'Allemagne ou la Pologne? Alors, il y a certainement l'arrêt des filières exportation, notamment au Moyen-Orient, c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas d'ambiguïté. On est avec ces différences. Dylan l'a évoqué d'une autre manière tout à l'heure, et Simon, on est sur la filière française est extrêmement riche dans son offre, très diversifiée. C'est-à-dire, tous les clients, distributeurs, restaurateurs, veulent chacun leur spécificité. Et nous nous faisons un devoir de satisfaire nos clients dans les entreprises. Mais le corollaire de ça, c'est qu'on a très très peu d'outils spécialisés, moins que les doigts d'une seule main en France, qui sont ultra spécialisés pour faire un seul segment. Et ce sont sur ces segments que l'importation s'effectue. Nous ne sommes pas concurrencés pour faire du poulet label rouge. Nous ne sommes peu concurrencés pour faire du bio. Nous sommes très peu concurrencés pour faire du poulet à croissance lente. Par contre, sur le segment du poulet dit du quotidien, avec la même souche mondiale que nous partageons avec nos collègues et compétiteurs, les mêmes machines dont nous disposons avec nos collègues et compétiteurs, au bout du compte, nous sommes tellement diversifiés dans cette notion du service au client, qui est une force, et une protection aux frontières d'une certaine forme. Mais nous n'avons pas la compétitivité que d'autres opérateurs peuvent avoir, d'où la tentation, pour des raisons économiques, de l'importation. Donc notre offre est trop riche. Je fais juste une parenthèse entre Dylan ou Arnaud, quand un abattoir, un de vos principaux abattoirs, il a combien de références par rapport à la distribution? Dylan, tu me dis un chiffre, ou Arnaud, tu me cries un chiffre que je restitue? En nombre de poulets semaine, peut-être? Non, référence par rapport à la distribution, par exemple, il y a combien de... À combien? La part de la distribution? Non, le nombre de références qui sort de l'abattoir. Ah, c'est énorme. Plusieurs centaines? Ouais, plusieurs centaines. Arnaud, plusieurs centaines? Ouais, je crois que nous, à Sablé, on est à... on doit approcher, avec les produits élaborés, oui. tout, quasiment 1000. Voilà, donc pour un abattoir français qui s'est diversifié, qui est très riche, et un consommateur qui est heureux d'avoir des maîtres linéaires fantastiques, ouais. On a à 400, 500 jusqu'à 1000 références, taille de barquette, etc. Donc ouais, la moitié on paye aussi cette richesse. Hein. La moitié de notre marché, nous, c'est la GMS, enfin les magasins, oui. Pardon. Les magasins. Et puis l'autre moitié, ce sont les restaurants et l'industrie, donc les produits destinés à la charcuterie, notamment que vous retrouvez au rayon charcuterie. Donc c'est à peu près moitié-moitié.
Donc il y a plus de standardisation dans les métiers de la restauration et de l'industrie, et plus de diversité dans les débouchés des magasins. Voilà, Alors, si on devait faire une photo. Parlons de la restauration hors foyer. Finalement, Simon, tu avais commencé à évoquer ce sujet tout à l'heure. Si on focalise là-dessus, on voit bien que en part de marché, le gagnant aujourd'hui, c'est ça. C'est lié aussi à la sociologie du consommateur. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus que ce que tu nous as montré tout à l'heure? Effectivement, déjà la sociologie du consommateur, parce que je pense qu'on serait beaucoup à être satisfait si le consommateur voulait consommer des poulets entiers en termes d'équilibre carcasse pour la filière, enfin en termes de part, comme tu l'as dit Dylan, on va dire au niveau économique, il y aurait une certaine rationalité à ce que le consommateur consomme ça. Sauf que le consommateur, c'est plus le même consommateur qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans. Et le consommateur actuellement, même si on est dans une période très inflationniste où il cherche effectivement les prix les plus compétitifs, il ne veut pas pour autant sacrifier, on va dire, le côté praticité, le côté facilité. Et c'est pour ça, en fait, alors du coup, effectivement, on a énormément de références en magasin qui permettent d'offrir un certain nombre de produits faciles à consommer, pratiques, rapides, etc. Et le consommateur est plus paresseux, on va dire, pour aller cuisiner un poulet comme il pouvait le cuisiner par le passé. Donc, à la fois, je veux dire, il y a une adaptation qui s'est faite pour répondre aux besoins du consommateur, mais avec un certain nombre de... il y a des choses qu'il faut pallier, notamment, il y a certains morceaux qui sont mieux valorisés que d'autres. On n'a plus cet équilibre, donc il faut retrouver de l'équilibre. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et puis, on va dire, quand c'est poussé à son paroxysme, c'est que le consommateur ne veut plus non plus tout simplement faire à manger chez lui, il veut manger à l'extérieur. C'est pour ça que la part de produits consommés à l'extérieur, elle ne cesse d'augmenter. Et là, dans les produits consommés à l'extérieur, c'est vraiment la difficulté de savoir qu'est-ce qu'il va consommer. Quand on est dans un... Alors, il y a eu une enquête qui avait été faite par la PVF, l'Association de promotion de la viande de la volaille française, parce qu'en fait, depuis le 1er mars 2022, c'est obligatoire d'afficher normalement l'origine de la viande dans la restauration. Et en fait, cette enquête menée par la PVF avait montré que finalement, un an plus tard, donc au printemps 2023, il n'y avait que 15% des enseignes qui avaient, des restaurants qui avaient respecté cette obligation. Donc en fait, le consommateur, il ne sait pas forcément ce qu'il est en train de consommer, en fait. Et à partir de ce moment-là... Est-ce qu'il a envie de savoir quand on va acheter un sandwich au poulet à la boulangerie du coin, ce qui se fait de plus en plus, ça se développe énormément. Est-ce qu'on demande l'origine du poulet à ce moment-là? Là, je pense que c'est un peu nous tous acteurs. Est-ce qu'on le fait quand on va faire un acheter, sondage à la sortie. Et je pense qu'il y a effectivement très peu de personnes qui le font naturellement. Donc, est-ce qu'on le sait? Non, le consommateur ne le sait pas. Alors effectivement, normalement, il devrait le savoir, mais s'il se renseigne, il devrait pouvoir avoir l'information. Pour l'instant, effectivement, on voit que c'est pas du tout... On va revenir tout à l'heure, Simon, sur un sujet clé que tu es en train d'évoquer, mais on va en parler spécifiquement. C'est la problématique de l'étiquetage. Parce qu'un des moyens, un des leviers, même s'il est pas le plus puissant, mais un levier essentiel, c'est l'information au consommateur, la mise en visibilité de l'origine, notamment, si tu veux, tout à l'heure, on va reparler de ça, y compris pour la restauration hors foyer. J'ai envie de passer le relais à Dylan, parce que dans un groupe comme LDC, finalement, on doit fournir tous les marchés. On a vu que c'est la restauration au foyer qui devient dominante dans son dynamisme, je dis bien dans son dynamisme, pas dans les volumes. Tout à fait. Encore que. Donc quand on est dans une entreprise comme la tienne, on fait comment pour développer une gamme qui intéresse tout le monde, et notamment pour être attractif sur l'origine France vers le consommateur qui est en restauration hors foyer? Est-ce que c'est là qu'on porte l'effort aujourd'hui quand on est dans un groupe comme le tien? Oui, alors pour répondre à cette question, d'abord je vais vous partager les chiffres que j'ai recueillis sur l'année 23 rendu Rungis. Sur l'année 2023 rendu Rungis, le poulet brésilien était à 2,50 € du kilo. Le rendu Rungis sur le poulet ukrainien, le filet, qui est le morceau noble que nous consommons le plus en France. Il y a des pays dans le monde où on ne consomme pas le filet prioritairement, mais en tout cas en France c'est le cas. Donc le morceau le plus noble, on est à 2,50 €. L'Ukraine, autour de 3 €. C'est 3 €, autour de 3 €. L'UE, selon les pays, hors France, bien sûr, on est entre 3,50 € et 5,80 €. Les relevés que j'ai pu faire.
Ça, c'est Rungis. Rungis. Ouais, rendu Rungis, toujours. Hein. Ouais. Et enfin, alors en France, on est à 6,80. Donc, Ça, c'est la réalité. Des prix rendus Rungis 2023. Alors, comment on fait? D'abord, il y a un consommateur, et tu l'as dit Simon, on l'a mesuré, la PVF l'a mesuré, qui est extrêmement attentif à l'origine. Donc, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des engagements de marque pour que l'ensemble de toutes nos grandes marques soient 100% France. On a pris, nous, un engagement 2025. On est à 99,6, je crois, aujourd'hui. La deuxième chose qu'on fait, pourquoi investir dans les marques? Parce qu'on fidélise, on a la confiance de communautés de consommateurs, ils retrouvent du plaisir, de la saveur, de la praticité dans ces produits. Donc à nous d'être innovants, de s'adapter aux attentes des consommateurs. Le snacking, on consomme de plus en plus de sandwichs, ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis ensuite, on investit très lourdement, c'est vrai, en particulier dans nos outils d'abattage et de préparation des produits. Donc là, c'est autour de 300 millions d'euros que nous mettons tous les ans. Donc moi, je suis fier de travailler dans cette entreprise parce que les résultats sont réinvestis. Et les résultats sont réinvestis pour, en particulier, lutter contre les importations. C'est pas simple. L'équation, elle est complexe. On a les attentes sociétales d'un côté. Juste quelques chiffres. Le SMIC en France, ça doit être 1780, quelque chose comme ça, euros. Le SMIC en Pologne, c'est 970 euros. je vois où tu vas aller. Le SMIC Oui. en Ukraine, alors, le salaire moyen, je crois que c'est 400. Le SMIC, je crois que c'est autour de 250 ou quelque chose comme ça. Paul a parlé tout à l'heure des productivités ramenées à la semaine dans les abattoirs, enfin, en plus. Donc, oui, c'est pas simple, mais par la politique d'innovation, de marque, par les investissements structurels que nous faisons, on automatise nos lignes. Par exemple, on a encore des gains de compétitivité. D'ailleurs, en France, tu disais sur l'élevage, Paul, c'est vrai qu'il faut une relance de l'outil productif en amont, mais il y a encore des gains de compétitivité à gagner aussi dans nos outils. Tout à fait aligné avec ce que disait Paul tout à l'heure. Donc nous, on investit fort dans ces outils. Et je vais préciser un point, c'est que nous, puisqu'on parle de souveraineté, j'ai parlé des marques, et je vais vous dire, il y a 2,8% du poulet chez LDC qu'on est contraint d'importer. Et quand on le fait, c'est pour répondre à des marchés, pas pour nos marques, mais pour des clients, qui, dans le relationnel avec eux, sont des clients qu'on embarque progressivement dans la relocalisation, et on y arrive. Et je vais vous raconter l'histoire de 2 ou 3 croissances externes, si tu le permets, très vite. Très vite, très vite. On a repris une activité de plats préparés en 2009, avec une très grande marque dont nous sommes propriétaires, désormais, qui s'appelle Marie, qui était sur l'origine import 100%, qu'on a passé 100% France. Il nous reste des clients en marque de distributeur aujourd'hui pour lesquels on importe et pour lesquels on a obtenu l'engagement de passer en 100% France en 2025. Donc mon témoignage, Si je synthétise ce que c'est tu qu'on dis, peut y arriver. Dylan, c'est malgré que tout. par différents moyens, même s'il y a des écarts qui restent assez considérables, il y a une stratégie de ciblage des nouveaux modes de consommation. C'est ça. Hein, voilà. On fait des petits morceaux de poulet, par exemple, où le boulanger, le sandwich au poulet est en train de détrôner, je ne sais pas si vous saviez, peut-être vous ne saviez pas que le jambon beurre est détrôné par le jambon, le jambon beurre est détrôné par le sandwich au poulet. On n'a Eh bien, pas peur, on est très on content. fait des émincés de poulet qui permettent de remplir le sandwich déjà mariné, déjà cuit, qui permet de faire gagner beaucoup de temps au boulanger et de garantir l'origine France dans un segment où 90% aujourd'hui des sandwichs, 90%, selon les mesures qu'on fait, sont d'origine import. Merci Dylan. Je vais vous poser à tous une dernière question, donc, à laquelle vous allez répondre rapidement pour tenir les délais et qu'on ait surtout le temps de dialoguer ensemble dans la salle et en distanciel.
dans cette première table ronde de constat. La question que je poserai à Hélène, puisque c'est un sujet absolument clé, deux questions, même si les réponses sont rapides. Un, est-ce que c'est plus difficile d'être une femme chef d'entreprise dans ce secteur-là qu'un homme? Comme vous le sentez, Hélène, vous me répondez à cette question-là, votre expérience. Et la deuxième question, c'est quel est l'objectif de rémunération sur un objectif comme la vôtre? Effectivement, en tant que femme, il a fallu faire sa place, mais bon, ça s'est fait quand même. Et puis dans le milieu de l'élevage, il y a quand même beaucoup d'éleveuses. Bon, même si c'est vrai, moi c'était il y a 20 ans, donc ça date un peu. Au début, j'étais la secrétaire de monsieur, entre guillemets. Bon, malgré tout, j'ai quand même conservé toute la partie administrative. Hein. Ça, c'est clair que ça nous revient souvent. Il y a des choses intéressantes, des choses qui le sont beaucoup moins. Mais non, voilà. Après, une fois que les gens nous ont vus sortir le fumier du poulailler, faut s'imposer. Les choses changent. La rémunération d'une entreprise avicole? En fait, chez nous, l'élevage, ça emploie 2 plein temps. Ouais. L'objectif étant de rémunérer chaque plein temps à hauteur de 2 SMIC, charges comprises. Ouais. On y arrive. Donc c'est vrai que je ne vais pas forcément me plaindre. Je considère que c'est un objectif tout à fait raisonnable, dans la mesure où on a investi des centaines de milliers d'euros, que des vacances, moi ça fait plus de 20 ans que je ne sais pas ce que c'est, qu'effectivement il y a une astreinte 24 heures sur 24. Vous voyez, ce soir à 23 heures, j'attrape des poulets, donc je serai rentrée chez moi. On est 3, on a la chance, donc, mais nous, le principe, c'est qu'il n'y a jamais... tout le monde ne s'en va jamais en même temps. On a toujours quelqu'un capable d'intervenir sur l'élevage en moins de 5 minutes. Donc il y a toujours l'attractivité du métier. Donc il y a toujours... Alors, l'attractivité du métier, ça, c'est une question. C'est une autre question. C'est une autre question. Il y a une contrainte de l'élevage, ça c'est sûr, elle est réelle. Parce que moi, je suis ici à Paris et je n'ai pas l'esprit 100% tranquille. Parce que je n'ai pas été voir mes poulets aujourd'hui. Donc ça va, dans le train, j'ai eu le temps de leur envoyer X consignes. Ils ont répondu, très bien. Voilà. Bon. Merci. Mais voilà, objectif de rémunération dont j'ai répondu, oui. Moi, je ne vais pas me plaindre. Sachant effectivement que, comme je disais tout à l'heure, le dernier poulailler, on l'a investi il y a 10 ans. Depuis, les coûts, ils ont augmenté d'un tiers. Ouais. Et que malgré tout, si je fais mon petit calcul, le revenu qu'on se sort à l'année sur la ferme, en élevage, qu'on élève à peu près 500 000 poulets, ça me fait un revenu de 5 centimes du kilo. Merci Hélène de ces chiffres parce que... Donc il y a encore des questions auxquelles je n'ai pas toutes les réponses. On est sur la table ronde 1, constat, panorama, et il fallait évoquer ça. Et merci de répondre, puisque souvent ce sont des sujets sur lesquels on ne s'appesantit pas. Merci beaucoup. Paul, de façon très courte aussi pour cette dernière question, on a réfléchi en commun dans un groupe sur un plan de relance de la production au sens de toute la chaîne alimentaire. Quels sont les sujets absolument essentiels qu'on a mis dans ce plan? Qu'est-ce qu'il faut aider à financer le plus rapidement possible? Il y a 2 volets. Il y a un premier volet qui est la remise à niveau et de continuer à entretenir le parc qui est là. Et comme on a été pendant très longtemps à ne pas réinvestir, ou relativement peu d'éleveurs et relativement peu d'abattoirs ou différents maillons, on sent qu'il y a une dynamique, mais il y a un chantier qui est monumental. Ça, c'est le premier angle. Le deuxième angle, c'est nous avons tout à l'heure évoqué le fait qu'on a des outils industriels qui sont très polyvalents, qui ont une offre client majeure, corollaire, qui n'ont pas la compétitivité. Donc, dans ce concept, c'était de dire il faudrait 2 filières spécialisées, élevage, abattoir, en cohérence, géographiquement et au niveau du type de production et de capacité, pour reconquérir 20% des 800 000 tonnes que nous importons. Ça fait 160 000 tonnes, on raisonne en équivalent carcasse, et ça, c'est de l'ordre de 2 abattoirs de 80 millions. Donc ça signifie, et pour un total de 400, c'est-à-dire que
on a une partie d'investissement qui est toujours plus importante en amont, sur la partie élevage, si on raisonne sur la filière complète, mais la partie abattoir, Hélène a évoqué que les coûts ont augmenté de 30%, pour les abattoirs, c'est plutôt augmenté de 100% sur les 4-5 dernières années, donc l'écart amont-aval, il s'est un peu restreint. Donc c'est impératif de remettre le couvert, et en fait, en ayant l'analyse de qu'est-ce qu'on importe et comment on se focalise sur, on reprend de la compétitivité sur ces dossiers qui sont importés. Merci Paul de la concision du propos. On y reviendra dans la table ronde 2 avec Arnaud notamment qui l'évoquera. Le sujet clé, c'est pour lutter contre les importations, il faut avoir une capacité de production rénovée. Durable bien sûr, mais rénovée, être là. Voilà. Alors, juste, je vais me permettre, je vais être très concis. Par rapport au débat et aux questions qui ont pu avoir tout à l'heure, schématiquement sur l'interrogation, le logo volaille française n'apparaît pas ou apparaît relativement peu. C'est très clair et c'est très très facile. C'est que s'il n'apparaît pas, schématiquement, c'est pas français. Voilà, c'est relativement simple. Si c'est un peu flou, Union européenne, etc., bon, il suffit de regarder au verso de tous les emballages, vous avez les pays d'origine. Et ça, sur les emballages, c'est marqué. Sur les restaurants, ça ne l'est pas, on l'a évoqué. Premier point. Deuxième point que je voulais passer, on a évoqué tout à l'heure que l'inflation nous avait fait reculer ou pas être au même niveau sur les produits un peu mieux valorisés. On a parlé du label et du bio. Mais soyons clairs, l'inflation n'a été qu'un accélérateur. Les tendances, nous les avions déjà vues avant, et l'ambiance politique qui était de nous dire depuis 5-7 ans, et chacun fera ses calculs, il faut tirer par le haut, 3 petits points, jusqu'à un certain point, et le consommateur doit avoir le choix, faut-il qu'il en ait les moyens? Merci Paul. Alors le relais est facile. Simon, on revient sur ce que vient de dire Paul. Est-ce que tu confirmes ou tu infirmes ce que vient de dire Paul Lopez, c'est-à-dire l'étiquetage? Est-ce qu'il y a le logo volaille française ou l'étiquetage en général? Est-ce qu'il est suffisamment utilisé dans tous les segments et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oui, je vais dire que confirmer ce que vient de dire Paul, bien évidemment, mais effectivement, il y a un vrai travail sur le sujet. Il y a besoin, en fait, effectivement, de pouvoir suivre de plus près, parce qu'en fait, le consommateur, effectivement, ne sait pas forcément. Il y a besoin donc de communiquer, etc., ce qui est déjà fait, mais il faut communiquer encore plus. Il faut suivre la notoriété du logo volaille française, etc. Et puis après, j'ai envie de dire, et c'est vrai d'ailleurs pour tout, il faut des chiffres, il faut suivre, il faut regarder si ça continue de progresser ou pas. Et puis après, pour la partie restauration, c'est d'ailleurs ce qui était aussi proposé, c'est il faut contrôler. C'est-à-dire que s'il y a des règles qui sont proposées, enfin qui sont mises en place, encore faut-il pouvoir les suivre et les faire appliquer. Et donc, est-ce que c'est contrôlé? Et ben là, pour l'instant, dans ce qui a été dit, c'est que c'était insuffisamment contrôlé. Alors là, pour l'instant, c'est assez récent par rapport. Mais bon, il y avait déjà les bovins qui étaient passés 20 ans avant déjà avec ce système-là. Donc normalement, la mise en place n'est pas non plus extrêmement complexe. Mais après, effectivement, pour l'instant, il y a eu très très peu de contrôle. Et donc après, s'il y a c'est pas tout de légiférer. Après, il faut quand même suivre derrière si c'est bien réalisé comme il faut. Et en plus, j'ai envie de dire, sur les autres maillons, je pense qu'on sait à quel point en France on sait que le contrôle peut être important, donc ça semble aussi un peu équitable que ce maillon-là soit autant contrôlé que les autres maillons. Merci Simon. On voit apparaître avec la troisième question des débuts de réponse qui feront le cœur de la table ronde numéro 2. Production modernisée, chaîne industrielle modernisée, plus compétitive, un plus fort levier d'étiquetage pour que le consommateur soit bien au courant de ce qu'il achète. Pour finir, et de façon concise, Dylan, il y a un débat qu'on a eu dans le groupe, c'est celui de la décarbonation. On parle beaucoup de ça dans toutes les chaînes agricoles et tout. Est-ce qu'on peut évoquer, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans la réflexion ou un début de mise en pratique,
au-delà des différentes gammes que tu as évoquées, hein, des différentes possibilités, différents segments, est-ce qu'il y a en avenir un poulet qu'on pourrait appeler bas carbone ou un poulet décarboné? Tu choisis le terme comme tu veux. Est-ce que ça a un avenir et est-ce que c'est proche ou lointain? Oui, enfin, on a déjà une viande qui est reconnue pour son faible impact environnemental. Je parlerai d'impact environnemental, si tu le permets. On a des atouts carbone, bien sûr, on a des atouts biodiversité, on l'a dit tout à l'heure. Donc, je parlerai d'impact environnemental. Toutes nos entreprises travaillent sur les stratégies d'adaptation, d'atténuation au changement climatique, à la perte de nature. Chez LDC, nous, on va publier notre stratégie d'ici fin d'année. Je suis en train de travailler sur ce sujet. Bon. Je vais donner juste un exemple ou deux, mais en gros, on travaille sur l'alimentation des volailles, où là, on travaille sur des acides aminés locaux, des protéines végétales qui soient bien sûr garanties zéro déforestation, mais qui soient aussi avec des pratiques culturales. Donc en fait, c'est formuler des recettes à basse empreinte environnementale pour l'alimentation de nos volailles. Ensuite, on a tout un volet biocarburant pour notre flotte. Et puis ensuite, tout un tas d'actions d'investissement très importants de décarbonation dans les activités industrielles, qui passent par de la production d'énergie renouvelable, alternative aux énergies fossiles, qui passent par aussi de la sobriété. On a investi dans des systèmes de régulation en temps réel, par exemple sur Sablé, où là, on a fait moins 80% de gaz sur l'année 2023. Donc voilà, des exemples d'actions qu'on mène très concrètes. Par contre, effectivement, revient toujours la question de la valorisation. Nos agriculteurs, ils plantent des arbres, ils investissent aussi dans les économies d'énergie, dans le traitement des effluents, etc. Tout ça, ça va dans le bon sens pour la biodive, pour le climat. Il va falloir qu'on valorise ça collectivement. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vous partager. Et ensuite, sur l'étiquetage, du coup, pour aller au bout, oui, pour que le logo volaille française, on mette tout en œuvre pour le sanctuariser, enfin tout ce qui a été dit, je rejoins. Mais moi, j'irai encore plus loin. Pour aider les consommateurs à mettre le prix juste pour la qualité française, il faut aller jusqu'à mettre le pays d'origine, non pas au verso, au recto. Oui, pour qu'on mette le logo volaille française au recto. Oui, pour qu'on mette aussi origine Brésil lorsque c'est Brésil, Ukraine ou je ne sais quoi, lorsque... Vous voyez? Mais en face avant, pour donner aux consommateurs la possibilité de faire ce choix et d'aider nos agriculteurs et nos filières. Dernière question. Alors, 20 secondes, Dylan, parce que Promis. on est un temps de questions. Egalim, ça s'est passé comment? Je repose la question. Alors, Egalim, ça s'est passé comment? Je vais dire que les négociations étaient très, très difficiles. Après, je comprends nos clients, parce qu'il y a une pression du pouvoir d'achat qui est incroyable. Donc, voilà. Maintenant, je pense je leur redis ce qu'ils savent déjà, mais que l'origine France, c'est un moyen pour eux de répondre aussi à l'attente de leurs consos. Et je suis convaincu qu'on va arriver il faut qu'on fasse évoluer Egalim. Je pense qu'il faut aller plus loin dans Egalim, en termes de prise en compte des charges, pour qu'elles soient toutes autant que possible indexées. Et nous sommes favorables à ça, l'évolution d'Egalim. Je crois que la fenêtre ouverte politique qui a été amenée par la colère des agriculteurs doit nous permettre d'avoir ces discussions-là avec les pouvoirs publics, peut-être à l'échelle européenne aussi, parce que nos clients s'européanisent. Et alors, du coup, nous nous développons à l'échelle européenne pour y répondre et pour protéger les filières là où nous développons avec l'affichage pays. Voilà en gros comment je vois les choses pour demain. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut les applaudir. Alors, c'était la première table ronde, constat, panorama, pas toujours très satisfaisant évidemment, mais c'est la réalité du fonctionnement de la filière aujourd'hui. On a 10 minutes de repos pour certains, mais surtout, j'espère, de questions, alors, ou en distanciel ou en présentiel. Jean-Marie. Oui, Jean-Marie Sironi, agroéconomiste indépendant, administrateur d'Agridé. En gros, vous nous avez expliqué qu'on ne mangeait plus de poulet, mais de la viande de poulet.
Et donc, ça pose derrière la question des équilibres en matière. Ce qu'on importe, c'est massivement des filets. Donc, ça pose derrière la question de la souveraineté, quand même. Et d'autre part, on a beaucoup parlé d'importation, mais aussi, on exporte une part non négligeable de notre production. Donc, comment on articule tout ça? Très court, 12% de notre activité est exportée. C'est très simple. Ce que nous exportons, ce sont des spécialités françaises qui ne sont produites nulle part ailleurs dans le monde. C'est comme l'exemple du cacao ou du... Voilà. Je regarde Arnaud de Galliance. Hein, c'est vrai aussi pour tous les acteurs français. Nous sommes quasiment les seuls au monde à élever de la pintade, du canard de Barbarie, du poulet label, du poulet plein air. Donc, on vient nous chercher pour ces produits-là. Et oui, vous avez raison. Quand on parle de souveraineté, il faut aussi parler de l'export. Et ce n'est pas incompatible, puisqu'en fait, ce sont des produits, non pas du quotidien. Vous avez bien compris qu'on ne peut pas exporter du poulet de base. Hein. On n'est pas assez compétitif pour pouvoir le faire. Donc nous, ce qu'on exporte, c'est uniquement des produits d'excellence mondiale. Voilà ce que nous exportons, en gros. En complément, pour répondre plus précisément, alors j'ai plus tous les chiffres actualisés en tête. Notre prix moyen d'exportation européen, c'est 1,60 du kilo. Notre prix moyen d'importation, c'est 2,60 ou 2,80. C'est-à-dire qu'on importe des produits nobles et à l'exception de ce que Dylan a expliqué, qui est plutôt franco-française, si on regarde l'Europe, on va exporter plutôt des coproduits ou des produits qui ne sont pas consommés par les consommateurs européens et qu'on va retrouver à travers le monde. Est-ce que c'est des croupions, des pâtes ou de la viande séparée mécaniquement, dite VSM, mais on est dans ces registres-là. Donc on a besoin de l'exportation dans tous les cas, mais nous importons principalement des produits nobles. Oui, Claude Foulon, Association Environnement et Santé du Vivant. Vous avez évoqué, monsieur, la problématique environnementale. Il se trouve qu'on s'intéresse aux sédiments, à tout le fond des rivières, etc. Avec l'accompagnement des biotechnologies, je voudrais savoir, en ce qui concerne, vous qui êtes éleveuse, madame, qu'est-ce que vous faites de la matière organique, des fientes, tout ça? C'est cette question qui me... Parce qu'on pourrait faire des partenariats. Hélène? Donc en fait, à la fin de l'élevage, on a donc du fumier dans le poulailler, hein, puisqu'au départ, on a mis une bonne litière de paille, un bon matelas de paille pour les poussins. Petit à petit, les fientes des oiseaux se mélangent à la paille, ça fait du fumier. Nous, on a été, c'est vrai à l'époque, obligés, dans le cadre des mises aux normes environnementales, alors ça date de 1994, hein, ça date pas d'aujourd'hui, on a construit un hangar bétonné, bardé sur 3 côtés, où on y stocke le fumier. Ça permet de le garder au sec, il n'y a pas d'infiltration de jus dans les sols et dans les nappes. Et puis en fait, le fumier, il s'avère que c'est une véritable richesse, parce qu'il est riche en éléments fertilisants, donc c'est véritablement un engrais. Et en fait, on n'a même pas assez de fumier si on voulait répondre à toutes les demandes des voisins que l'on a. Parce que de l'élevage, il y en a de moins en moins, les gens n'ont plus d'élevage et recherchent de la matière organique et la richesse de nos fumiers. Donc nous, en fait, on épand nos fumiers sur les terres en remplacement d'engrais chimiques. Et on en épand également chez nos proches voisins à qui on achète de la paille pour faire la litière des poulets. Merci Hélène. Bon, alors on crée le dialogue pour après. Des questions en distanciel peut-être et après dans la salle. Oui, on a plusieurs questions à distance. Alors une, je pense que c'est peut-être pour Dylan Chevalier. Quid des petits producteurs avec leur abattoir agréé CE qui sont indépendants? Ou Dylan ou Paul. Ouais. Bon, je vais faire une première réponse, mais alors pour moi c'est très clair. On a cette diversité aussi, des filières très courtes, dont je pense la personne parle ici, et elles ont leur place et il faut évidemment également les préserver. C'est, j'imagine, des filières qui sont vendues à la ferme, des poulets vendus à la ferme ou vendus sur les marchés. Oui, ça fait partie de cette belle et grande diversité avicole française. Et on ne doit pas opposer les modes d'élevage et les filières parce qu'elles ont toutes une légitimité pour répondre à l'attente des consommateurs. Donc les producteurs concernés sont des gens qu'il faut que nous défendions également. Et nous sommes tous impactés par l'importation, ces filières-là, je pense aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire. Merci Dylan. Autre question en distanciel? Autre question pour Hélène. Peut-être elle a peut-être en partie déjà répondu, mais comment pensez-vous que votre métier est considéré par vos voisins et concitoyens? Synthèse de ce que vous avez dit, Hélène. Ouais.
Vous vous sentez considéré dans votre métier? Oui, parce que en fait, il y a un respect mutuel. On fait tout pour que ça se passe bien avec les voisins. Ça veut dire que nous, si on passe en tracteur sur les routes, qu'il y a un peu de terre qui tombe ou un peu de fumier qui tombe, justement, on prend un balai, une pelle, on l'enlève. On épand le fumier sur les terres, et on l'enfouit dans les heures qui suivent pour éviter les odeurs, parce que c'est quand même du fumier. Enfin, voilà, donc on n'a pas de problème de voisinage du tout. Je pense que les manifestations ont montré quand même qu'il y avait un soutien de la population vis-à-vis du monde agricole. Voilà. Après, il faut quand même respecter, que chacun se respecte mutuellement. Merci Hélène. D'autres questions alors en distanciel dans la salle là-bas. Oui. Bonjour, Pierre-Gérard Clodon à l'usine Nouvelle. J'avais une petite question, c'était sur le nombre de références à un débat, le fait qu'il y ait trop de références en poulet, que ce soit côté génétique ou même côté vous, LDC, en sortie d'usine, c'est quelque chose qui est assez commun, qui revient souvent sur la table. Ça semble être un levier compétitivité assez facile à actionner, justement, pour gagner du coup en efficacité. Pourquoi, tout simplement, vous qui êtes en plus assez fort sur le marché, pourquoi vous ne sabrez pas tout simplement dans le nombre de références ? Merci pour cette question. J'adore cette question. Question facile. Ouais. Ah, c'est super facile à répondre. Et autre question peut-être? Non. Donc, alors je vais tenter quand même de vous répondre sans langue de bois. Sans langue de bois. Je vais vous parler de la grippe aviaire. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport? On a manqué, évidemment, tous je regarde Arnaud, il a été très impacté aussi au niveau de chez Galliance. On a, vous le savez, eu un manque considérable de volailles à cause de cette grippe aviaire qui a décimé bon nombre de volailles en Vendée en particulier. Bon, voilà, je ne reviens pas sur l'événement, mais nous avons été extrêmement tous impactés. On a manqué tout simplement de volailles et on n'a pas pu fournir nos clients. C'est aussi une raison qui explique que l'importation a pris des places sur les Français. Bon, mais ça, voilà. Alors, dans cette période, nous avons rationalisé nos gammes. Je dis nous. On les a tellement bien rationalisés qu'on a réussi à sauver une partie de nos résultats, en fait. Parce qu'effectivement, la multiplicité de ces gammes fait que c'est un élément d'explication aussi de notre perte de compétitivité, je suis d'accord. Mais nos marchés français n'ont rien à voir avec les marchés européens. Nos marchés français, vous savez, la gastronomie française, vous savez, l'esprit latin. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une GMS américaine ou asiatique, vous verrez. Vous avez un yaourt, vous avez un fromage, vous avez enfin j'exagère un peu mais c'est ça. Nous, si on veut être présent sur les marchés, on est tenu d'avoir cette diversité, mais c'est aussi gage, pour moi c'est un avantage, un inconvénient. Donc en fait c'est un équilibre à trouver entre la rationalisation des gammes et notamment pour la restauration et la charcuterie. On doit standardiser, on doit être extrêmement rationnel. Pour les magasins et les achats des ménages, on doit quand même préserver cette diversité qui fait aussi une partie de notre compétitivité. Parce que moi, je vais vous dire, quand on vend des pintades chez LDC, quand on vend du label rouge, ça nous permet de placer aussi d'autres gammes. Et puis, quand on est éleveur, on ne fait pas que du poulet. Beaucoup en France, 85% des éleveurs avec lesquels on travaille, sur les 6000 élevages avec lesquels on travaille en France, sont des polyculteurs éleveurs et sont eux-mêmes non pas des spécialistes poulets, sont des éleveurs de poulets, pintades, canards, dindes. Donc ils sont capables de remplir leur poulailler pour répondre au marché en fonction de la saisonnalité des besoins des consommateurs. Merci Dylan. Voilà. Donc si je comprends bien, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est de l'équilibre. C'est pour ça que c'est une question pas simple. On doit finir, sauf... Alors s'il y a une question, elle doit être hyper brève. Une seule, hyper brève. Parce qu'après, je laisse la parole à mon ami Bernard. S'il y a une question très brève, répondez. On y va vite alors. Juste, Stéphane Vautrin, administrateur de Agriday. Monsieur, qu'est-ce qui vous empêche de marquer sur l'ensemble des barquettes des produits de Madame Bombard, produits français, Drôme? Est-ce que vous le faites sur la globalité de vos produits? C'est déjà un premier signe vers les consommateurs. Parce que changer
le coût du travail en Ukraine, on va pas y arriver. Je vois pas qui peut le faire. Mais effectivement, d'accord avec vous sur le fait de marquer produit Ukraine aussi, mais sur la première partie. Je pense, alors je vais juste me réexpliquer, mais je pense qu'on dit la même chose et je défends la même chose que vous. Oui, quand je disais qu'il fallait qu'on mentionne le pays d'origine, c'est parce qu'aujourd'hui, il est au verso et c'est marqué origine UE ou origine non UE. Donc autant dire origine monde, voire éventuellement à différencier de la Lune. Peut-être qu'il y a des poulets sur la Lune, je ne sais pas. Bon. Donc déjà, ça c'est le premier point, on est d'accord. Et puis là où peut-être j'ai besoin de me réexpliquer, c'est sur nous, on a nos marques. Nos marques, elles ont le logo, vous pouvez vérifier. Boum. Et puis ce logo, il dit tout ce qu'on a défendu tout à l'heure. Bon. Maintenant, dès qu'il y a le logo, on est capable de donner un nom d'éleveur. Le poulet importé, on n'est pas capable de donner le nom du producteur. On n'est même pas capable de donner le nom du pays. Il y a une émission qui est sortie il y a 1 an par M6 sur les importations brésiliennes, avec un poulet qui arrive au port de Rotterdam, qui est retransformé en Europe, qui prend l'estampille CE, tenez-vous bien, ça devient de la viande CE. Du coup, ça arrive sur le marché, c'est remis en rayon, il y a marqué quoi sur le verso? Il y a marqué origine UE et non UE ou origine UE, enfin je ne sais même plus. Bon. Et donc on n'est même pas capable de donner le nom du produit. Donc oui, nous mettons, on est capable de remonter en traçat. Bon, c'est l'heure. Merci Dylan, merci à eux. On peut les remercier. On va laisser la place.